En 1789, l'Europe entière est agitée. À Paris, le peuple français prend la Bastille. À Liège, l'évêque régnant sur la principauté est renversé. Et dans les Pays-Bas autrichiens, un mouvement inédit émerge, la Révolution brabançonne. Pendant quelques mois, une confédération indépendante verra le jour, proclamant la fin de l'absolutisme autrichien, les États Belgiques unis. Ensemble, nous allons voir l'histoire méconnue de ce soulèvement politique, juridique et militaire, ainsi que son échec, annonçant 40 ans plus tôt les prémices de la Belgique contemporaine. En 1780, la Belgique que l'on connaît aujourd'hui n'existe pas en tant qu'État. Le territoire est composé d'un ensemble de provinces hétérogènes, connues alors sous le nom de Pays-Bas autrichiens ou méridionaux. Ces provinces sont le Brabant, la Flandre, le Hainaut, Namur, le Luxembourg, le Limbourg, le Gueldre, Malines et Tournai. Effectivement, il manque Liège. C'est normal. Elle était indépendante de l'Autriche et n'était donc pas reliée aux Pays-Bas autrichiens. Ces provinces sont donc rattachées à la dynastie des Habsbourg d'Autriche. Pour autant, il est important de comprendre que celles-ci disposent d'une certaine autonomie. Ils ont leurs propres institutions, des lois locales et des privilèges historiques garantis par des chartes datant même du Moyen-Âge. C'est le cas de la joyeuse entrée datant de 1356 qui est toujours en application en Brabant à cette époque. Et comme son nom ne l'indique pas du tout, elle limite les pouvoirs du souverain et garantit les privilèges des villes. Cette tradition existe encore aujourd'hui, bien que celle-ci ne soit plus politique, mais seulement folklorique. Il faut savoir qu'à l'époque, l'empereur d'Autriche ne pouvait logistiquement pas gouverner les territoires des Pays-Bas méridionaux depuis Vienne. C'est pour ça que des hommes de confiance ont été nommés gouverneurs généraux pour administrer ces provinces depuis Bruxelles au nom de l'empereur. Comme ce fut le cas de Charles de Lorraine, qui en sera le gouverneur de 1744 à 1780. Sous son administration, nos territoires bénéficiaient d'une stabilité politique, d'une relative prospérité économique et d'un certain conservatisme institutionnel. Les États provinciaux restent puissants, les villes conservent leurs privilèges et l'Église catholique garde un rôle central dans l'éducation et la vie politique. Mais après sa mort, en juillet 1780, la situation va basculer. Joseph II succède à sa mère au trône du Saint-Empire romain germanique le 29 novembre 1780, tout comme au titre de roi de Hongrie et de Bohême, ainsi que la souveraineté sur les Pays-Bas autrichiens. Joseph II est un souverain éclairé. Ça veut dire qu'il est profondément influencé par le rationalisme des Lumières et inspiré par ses philosophes comme Voltaire et Rousseau. Il veut moderniser l'Empire de bout en bout et le fait bien vite savoir. Il engage donc un vaste programme de réformes visant à simplifier l'administration, la justice, le clergé, la fiscalité et l'éducation. Pour donner quelques exemples, dans l'ensemble de ces territoires, Joseph II veut réduire l'influence de l'Église catholique et des monastères, supprimer les anciennes juridictions féodales, uniformiser le droit civil et pénal, supprimer les privilèges locaux et subordonner les États provinciaux directement au pouvoir de Vienne. Dans des régions comme la Bohême ou même l'Autriche intérieure, ces réformes rencontreront des résistances. Mais ce n'est rien en comparaison aux Pays-Bas autrichiens qui rentreront dans une véritable crise politique. Car bien que Joseph II considère les libertés provinciales comme des vieilleries nuisibles au bon fonctionnement de l'État, pour les habitants de ces régions, elles sont considérées comme des droits fondamentaux, garantis par des serments solennels des souverains lors de leur montée au trône. Vous vous souvenez de la joyeuse entrée dont je vous ai parlé plus tôt ? Eh bien, Joseph II n'a tout simplement pas fait ce serment. Et de cela, de nombreux juristes, comme un certain Henri van der Noot, vont s'en servir pour dénoncer l'empereur et le juger inapte à régner. Joseph II va donc considérablement perdre en légitimité dans nos régions. La politique religieuse de Joseph II sera un autre point de rupture fondamental. Il fermera de nombreux monastères jugés inutiles, c'est-à-dire ne s'occupant ni des soins ni de l'éducation. Il interdira certaines processions, réformera des séminaires et limitera sévèrement l'autorité du pape. Le clergé local, très attaché à son autonomie et à son rôle dans la société, ne se laissera pas faire.
L'université de Louvain, principal centre théologique des Pays-Bas autrichiens, refusera d'enseigner les doctrines imposées par Vienne et entrera en résistance ouverte. En 1787, Joseph II tentera d'imposer sa réforme judiciaire. Il supprime le Conseil de Brabant, la plus haute cour de justice du duché, fondée en 1312, pour le remplacer par une juridiction impériale. Perçu comme un acte de force, des manifestations éclatent à Bruxelles. Les États refusent de voter l'impôt et certains corps de métier organisent des rassemblements armés. N'osant pas encore employer la force, l'empereur reculera partiellement. Mais c'est pour mieux revenir. Dans les faits, bien que juridiquement supprimé, le Conseil du Brabant continue de fonctionner. Des magistrats refusent de prêter serment aux nouveaux organes judiciaires. C'est une désobéissance passive, mais coordonnée. Le clergé séculier et régulier se divise. Certains s'alignent sur Vienne, tandis que d'autres le refusent. Les réformes de Joseph II visent aussi à ce que l'État prenne le contrôle sur la formation des prêtres. Des protestations éclatent donc aussi dans le monde religieux. En mai 1787, Joseph II retire provisoirement ses ordonnances face aux tensions. Mais en janvier 1789, il tente un passage en force. Il envoie de nombreux soldats à Bruxelles, à Gand, à Malines. Il occupe militairement le Hainaut. Les commandants reçoivent l'ordre de faire appliquer les réformes, par la force si nécessaire. Des émeutes éclatent en mars à Malines, puis à Louvain et Bruxelles. Les soldats sont caillassés, des insurgés s'emparent d'armes. Ce n'est plus seulement une crise institutionnelle, c'est désormais une révolte sous-jacente. Une partie de la bourgeoisie s'organise en milices locales, d'autant qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en 1789. En France, la Révolution a commencé. À Liège, le prince-évêque est renversé. Et pour ce qui est de l'ancêtre des Pays-Bas, les Provinces-Unies, ils sont traversés par un tas de conflits politiques et constitutionnels. En été 1789, Joseph II est affaibli. En Hongrie, en Autriche, en Transylvanie, d'autres soulèvements ont lieu. Il perd le contrôle de plusieurs régions. Durant l'été 1789, plusieurs opposants aux réformes de Joseph II fuient les Pays-Bas méridionaux pour les Provinces-Unies, refuge pour les opposants aux réformes autrichiennes. Parmi eux, un homme s'impose rapidement, Henri van der Noot, avocat bruxellois, conservateur et ardent défenseur des privilèges brabançons. Depuis Breda, il forme un comité insurrectionnel qui deviendra le noyau de la révolution brabançonne. Le comité de Breda. Van der Noot bénéficie du soutien logistique d'exilés flamands, d'aristocrates mécontents, de représentants de guildes bruxelloises et par des jeunes patriotes ayant reçu une formation militaire. Van der Noot fondera la faction conservatrice dite statiste. Une autre faction révolutionnaire existera, elle plus démocratique et progressiste. Les Vonkistes, autour de Jean-François Vonck, créeront une société secrète en vue de s'opposer aux réformes de Joseph II. Non pas tant sur le contenu de celles-ci, mais sur la manière autoritaire de les appliquer. Cette société secrète, c'est celle de Provaris et Focis, pour l'hôtel et le foyer. C'est donc anticlérical et inspiré des Lumières. Réprimés par les Autrichiens, les Vonkistes rejoindront les statistes à Breda afin d'unir les deux groupes pour renverser l'autorité autrichienne. De par ses contacts, Jean-François Vonck parvient à contacter Jean-André van der Merck. Natif de Menin près de Courtrai, il a une grande expérience militaire. Il a par exemple servi dans l'armée française, il s'est distingué lors de la guerre de 7 ans et dans l'armée du Saint-Empire. C'est un colonel à la retraite que viendra rechercher Vonck pour prendre le commandement de l'armée révolutionnaire. Il y recevra donc le grade de lieutenant général. L'équipement de cette armée est sommaire, les uniformes disparates, mais la motivation est grande. Cependant, face à une armée impériale, bien entraînée et mieux équipée, l'armée révolutionnaire semble avoir peu de chances de réussir. Qu'à cela ne tienne, le 24 octobre 1789, l'offensive est lancée. Van der Merck, à la tête d'environ 2000 hommes, franchit la frontière. À Hoogstraten, Van der Noot rendit public le manifeste du peuple brabançon. Les troupes impériales, parfaitement surprises, perdront facilement la ville de Turnhout le lendemain. C'est en quittant la ville que des renseignements sur une colonne d'Autrichiens venant droit dans leur direction arrivent dans les mains de Van der Merck. Fort de son expérience militaire, il sait que son armée, inférieure numériquement, n'a aucune chance en race campagne, surtout face au professionnalisme de l'armée autrichienne. Il décide alors de fortifier la ville, sachant que les combats de rue et l'avantage du terrain leur seraient profitables. Van der Merck, avec l'appui des habitants de Turnhout qui accueillent l'armée révolutionnaire comme des libérateurs, dressent ensemble des barricades de sorte à forcer l'ennemi à morceler ses forces. C'est stratégiquement qu'ils positionnent des groupes à certains endroits de la ville. C'est le 27 octobre que l'armée impériale, très confiante, car sous-estimant largement l'armée révolutionnaire, assiège la ville. La bataille de Turnhout avait commencé. De violents combats éclatent dans toute la ville, et comme l'avait prédit Van der Merck,
les troupes impériales se sont retrouvées incapables de s'organiser pour un combat urbain. Au bout de 5 heures, celles-ci se retirent. Les révolutionnaires ont gagné. La nouvelle de la victoire se propagea comme une traînée de poudre dans tous les Pays-Bas autrichiens, ce qui accrut la résistance envers l'Empire. Dans un effet domino, Malines se soulève, Louvain ouvre ses portes aux insurgés, Gand, Diest, Tirlemont et Bruxelles tomberont successivement en 10 jours. Le pouvoir impérial dans les Pays-Bas autrichiens s'effondre rapidement. L'armée de Joseph II, démoralisée et occupée ailleurs en Europe, n'opposera qu'une faible résistance et se verra donc facilement expulsée de Belgique. Le 11 janvier 1790, les représentants des provinces insurgées se réunissent à Bruxelles, dans l'ancien palais du gouvernement. Ils proclament une nouvelle entité, les États Belgiques unis. Fortement inspiré de la première constitution américaine, ce nouvel État est une confédération de provinces souveraines. En gros, ça veut dire que les provinces ont beaucoup d'autonomie dans un État qui a peu de pouvoir en commun. Cet État n'a pas de dirigeant unique et est dirigé par un congrès national inspiré du modèle des Provinces unies. C'est la première fois que les Pays-Bas méridionaux se donnent une structure indépendante, sans roi ni empereur. Dans cette confédération, on retrouve alors les provinces de Brabant, de Limbourg, de Gueldre, de Flandre occidentale, de Hainaut, de Namur, de Tournai, du Tournaisie et de Malines. Non, je me suis pas trompé, il y a bien une province de Tournai et une province de Tournaisie, ou en tout cas ils ont des députés distincts, ce serait peut-être intéressant de creuser le sujet. Dans ce nouvel État, une fracture idéologique apparaît rapidement entre les statistes et les vanquistes. Ceux-ci n'avaient en commun que le rejet de Joseph II. Alors une fois qu'il a été déchu de son titre de duc de Brabant et que son armée a été expulsée, les tensions idéologiques ont commencé à se faire sentir. Cette division est d'autant plus dangereuse qu'elle dégénère en conflit ouvert. Et oui, avant même l'entrée des troupes révolutionnaires à Bruxelles, Vonck était à Gand, pendant que Van der Noot entra triomphalement à Bruxelles en s'attribuant tout le mérite avec l'aide du clergé. Étant majoritaire, il devient donc le président du Congrès national. Les vonquistes dénoncent l'autoritarisme de Van der Noot et, en réponse, le mouvement vonquiste est considéré comme séditieux et est donc interdit. Certains de leurs membres sont arrêtés et Jean-François Vonck est contraint de se réfugier en France. Le général Van der Merch, surnommé le Washington belge, à la suite de la Révolution, soutient les vonquistes et est emprisonné pour cela. Du côté des grandes puissances européennes, elles ne reconnaissent pas les États belgiques unis. La France est trop occupée par sa propre révolution, la Prusse et la Grande-Bretagne restent neutres, et l'Autriche, suite au décès de Joseph II en février 1790, souhaite reprendre l'initiative. Dans un premier temps, le nouvel empereur propose une conciliation. Mais, dans l'ombre, Léopold II, non, pas celui-là, Léopold II de Habsbourg, prépare secrètement une intervention militaire. Divisée, isolée et sans armée solide, la République belge est menacée. L'orage approche et l'Empire se prépare à reprendre ce qu'il a perdu. Joseph II n'aura jamais repris le contrôle des Pays-Bas méridionaux. Son successeur, Léopold II, est quant à lui un homme d'un tout autre tempérament. Réaliste, modéré et surtout patient. Léopold a bien observé les erreurs de son prédécesseur. Ses excès de centralisation, son usage de la force contre les populations civiles. Lui, il prend un ton bien plus conciliateur, plus prêt à la négociation. C'est ainsi qu'il adresse en mai 1790 une déclaration de modération aux différents États des États belgiques unis. Il y promet d'abolir les réformes impopulaires de Joseph II et de rétablir les lois et les coutumes des provinces. Mais cette main tendue, Henri Van der Noot la rejette. Le Congrès ne veut plus de tutelle impériale, quelle qu'elle soit. Pour autant, la République belge n'a ni budget solide, ni diplomatie efficace, ni armée digne de ce nom. Elle va bien tenter à plusieurs reprises de faire des levées de fonds, mais sans succès. Les provinces n'acceptent pas de céder leur pouvoir militaire et chaque ville se replie sur ses privilèges. On est encore très loin de la devise « L'union fait la force » de la Belgique moderne. À l'automne, Léopold II juge que la voie diplomatique est close. Il obtient un feu vert implicite des grandes puissances européennes. Le traité de Reichenbach, signé avec la Prusse le 27 juillet 1790, acte le fait qu'aucune puissance n'interviendra pour empêcher l'Autriche de reprendre ses territoires. Même la France révolutionnaire, bien trop occupée par ses troubles intérieurs, ne bougera pas. Dans ce conflit, les États belgiques unis sont seuls. C'est au comte de Bender que Léopold II confiera la tâche de reprendre ses territoires. Cela à la tête d'une armée disciplinée et bien équipée. Pour autant, si l'État belge semble condamné lorsque l'armée impériale traverse la frontière à l'est, certains patriotes croient encore à une résistance militaire. Leur dernier espoir se joue à Falmagne, près de Dinan, sur les hauteurs de la Meuse. Les forces confédérées, autour de 15 000 hommes, se concentrent autour de Dinan pour empêcher la progression des troupes impériales.
C'est le 22 septembre 1790 que les Autrichiens franchissent la Meuse et attaquent les positions belges. C'est le début de la bataille de Falmagne. Le terrain est à l'avantage des Belges. Ceux-ci disposent de quelques pièces d'artillerie, de milices patriotes et de volontaires locaux. Mais sans l'expérience et l'encadrement d'un chef militaire, comme l'était Van der Merch, la peur et la désorganisation soldent la bataille d'une défaite rapide et sanglante. La vallée de la Meuse est ouverte aux Autrichiens et l'armée belge est en déroute. Namur sera prise peu de temps après, suivi de Mons et de Louvain en novembre. Le 2 décembre, Van der Noot s'enfuit dans les Provinces-Unies et Bruxelles sera prise 2 jours plus tard. Le drapeau impérial est à nouveau hissé sur la grande place de Bruxelles. Le congrès est dissous sans cérémonie et l'indépendance s'effondre comme elle avait commencé, dans l'improvisation. Les États belgiques unis ne sont plus. Souhaitant apaiser la situation, Léopold II évite toute vengeance. Il restaure les privilèges des provinces et du clergé, mais remet en place un appareil impérial loyal, écartant les anciens révolutionnaires. Van der Noot tenta vainement de revenir sur la scène politique après la prise des Pays-Bas méridionaux par la France en 1792. Jean-François Vonck et Jean-André van der Merch, quant à eux, meurent en 1792, sous domination française. L'expérience des États belgiques unis fut brève, confuse, mais décisive. Elle démontre que l'aspiration à l'indépendance belge existait, mais aussi qu'un État sans diplomatie, sans armée efficace et sans unité interne ne pouvait survivre face à une grande puissance. Pourtant, l'identité nationale belge, conservatrice chez Van der Noot et libérale chez Vonck, était née, et elle allait bientôt renaître de ses cendres.